Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Ça fonctionne, je crois. Super. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu nombreux à cet appel pour faire un point d'actualité avec nous. C'est toujours l'occasion, en toute transparence, de faire un point d'actualité nous-mêmes. Donc on le fait pour vous, ça nous donne une bonne motivation pour le faire. Le sujet du webinaire aujourd'hui, c'était la loi industrie verte. Mais sous le prisme exclusivement des domaines de notre cabinet, donc économie circulaire, commande publique durable et urbanisme. On vous a mis, vous avez un petit onglet sondage en bas à droite de votre écran, dans lequel justement on vous a posé la question qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est plutôt l'aspect économie circulaire? Est-ce que c'est commande publique durable? Est-ce que c'est urbanisme? Est-ce que c'est les trois? Je vous laisse du coup le compléter. Et comme ça nous permettra aussi de savoir parmi vous les sujets qui vous intéressent le plus. Dans les autres petites questions à voir, vous avez un onglet questions justement. Je vous invite au fur et à mesure de la présentation à mettre vos questions dans cet onglet et non pas dans l'onglet chat. Et dans cet onglet questions, vous pouvez aussi voter et soutenir pour les questions que d'autres ont posées mais qui sont les vôtres ou auxquelles vous aimeriez avoir des réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser de préférence cet onglet. Et puis l'autre point d'attention, c'est bien sûr le replay sera disponible à la suite du webinaire et le support de présentation. Donc voilà, je pense qu'il n'est pas, nécessaire de prendre énormément de notes au fur et à mesure. Vous retrouverez tout ensuite. Je vérifie que vous pouvez répondre au petit sondage parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème, mais c'est bon, ça fonctionne, je pense. Ok. Et ben super. Donc va y avoir deux parties dans ce webinaire. La première sur l'économie circulaire et commande publique durable, où c'est moi qui vais présenter. Et puis ensuite, Rémi, mon associé, prendra le relais sur le volet urbanisme. Donc voilà, il y aura deux parties. Vous pouvez, en fonction de ce qui vous intéresse, donc suivre l'une ou l'autre ou les deux. Voilà. Le webinaire est prévu pour 1 heure. En principe, il y aura sûrement un temps pour répondre à vos questions à la fin. Et puis si on finit avant, tant mieux, on ira tous manger plus tôt. Voilà, écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite avec un petit point d'actualité sur déjà cette loi industrie verte, de quand ça date et puis quel a été l'objectif. C'est une loi qui a été publiée le 24 octobre 2023. Et Bruno Le Maire, à la base, avait des grandes ambitions. Donc, clairement, c'est des choses qui avaient été annoncées telles quelles. Faire de la France le leader de l'industrie verte en Europe. Réindustrialiser le territoire en accélérant les implantations industrielles tout en favorisant la transition écologique. Donc, réconcilier les opposés et le développement, l'écologie, enfin, tout est possible. Et puis, un double objectif, faire de la France le leader des technologies vertes nécessaires à la décarbonation et verdir les industries existantes. Voilà, la réalité, c'est que on n'était pas vraiment leader sur cette démarche. On a suivi les États-Unis en fait et la Chine qui ont déjà pris depuis 2-3 ans des lois et des programmes très importants en matière d'industrialisation et de décarbonation dans ce domaine. Donc en gros, on est plus des suiveurs qu'autre chose. Mais en tout cas, voilà, les ambitions de la loi, elles étaient quand même importantes, notamment au niveau du marché européen. Ensuite, donc le projet de loi était quand même relativement ambitieux, même si pas forcément très très cohérent en fonction des différents articles. Mais en tout cas, dans nos domaines, le projet de loi était plutôt intéressant. Après, il y a eu des débats parlementaires. Je vous ai mis les petits nuages. Donc là, ça c'est clairement, ça a pris l'eau. Donc comme d'habitude, voilà, ça a beaucoup débattu, ça a beaucoup amendé et les consensus qui ont été trouvés, c'est la petite fusée qui se crache que je vous ai mis à la fin. Il y a un résultat final qui est moins époustouflant quand même que ce qu'on avait annoncé en conférence de presse à la base. Voilà. Après, ça reste une loi de toute façon qui poursuit des avancées depuis le Grenelle de l'environnement, j'ai envie de dire. À chaque fois, on fait des petits pas de fourmis et puis on arrive quand même comme ça à avancer. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire ce point avec vous sur ce qui change dans les 3 domaines qu'on a cités. Alors, on va commencer avec l'économie circulaire où il n'y a pas tant de choses, hein, donc c'est un petit peu, bien sûr, moi je suis déçue. Donc en gros, il y a la sortie du statut de déchet implicite qui est enfin consacrée, des critères pour éviter le statut de déchet au sein des plateformes industrielles pour multiplier les synergies. Donc ça, pour l'écologie industrielle et territoriale, ça c'est une bonne nouvelle, mais comme on le verra, c'est assez limité.
Et puis après, on a tout le volet, et encore une fois, c'est là où finalement cette loi qui était surtout censée pousser l'industrie, bah, finalement, ça a plus été un prétexte pour augmenter les sanctions avec les problèmes qu'on a en matière de gestion des déchets. Donc, on a un renforcement des sanctions en matière de gestion des déchets. Et puis, sur tout ce qui est transfert et donc export de déchets, on a pareil un renforcement des contrôles et des sanctions. Voilà un petit peu tout ce qu'on a en matière d'économie circulaire. Le plus important, c'est la sortie du statut de déchet implicite qui est enfin consacré. Donc, je vous ai mis un petit 7 ans qu'on attend ça. Donc, j'imagine que ceux qui participent à ce webinaire sont déjà un petit peu au courant. On avait un avis qui avait été publié au Journal officiel en 2016. On savait pas vraiment la valeur juridique qu'il avait. C'était censé permettre de faire avancer le sujet, mais en réalité, voilà, c'était un petit peu précaire. Depuis 7 ans, on se dit bah ce serait bien quand même que ça intègre le code de l'environnement. Et donc maintenant, l'article du code de l'environnement qui est consacré aux sorties du statut de déchet prévoit la disposition suivante sur la sortie implicite. Une substance ou un objet qui est élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n'a pas le statut de déchet donc à la sortie du processus de production si la substance ou l'objet est similaire à la substance ou à l'objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. Et sous réserve que l'exploitant de l'installation de production respecte les conditions suivantes. Et donc là, on reprend les conditions qu'on avait pour la sortie explicite. Donc, première condition, la substance ou l'objet est utilisé à des fins spécifiques. Il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché. La substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits. Et son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé. Et il y a également un alinéa, et ça c'est pas neutre, qui prévoit que l'exploitant de l'installation de production transmet à l'autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d'être dangereux. Donc plusieurs observations sur cette finalement cette codification. C'est pas une codification à droit constant puisque finalement ça change un petit peu le dispositif qu'on avait depuis 2016. Bon, déjà pour matcher avec la sortie explicite. Maintenant, avant, on visait pour la sortie implicite les substances, les mélanges ou les articles. On prenait le lexique de Rich, ce qui était relativement cohérent. Et là, maintenant, on a une substance ou un objet. Donc, par exemple, on se pose la question, enfin, moi, je ne sais pas y répondre, mais quid des mélanges? Alors ça, je ne sais pas du coup, mais en tout cas, il y a rien d'intentionnel de les avoir fait sauter, mais de fait, ils ont sauté. Donc à voir comment on va faire pour ça. L'installation de production, donc ça va concerner toutes les installations de production qui vont pouvoir utiliser donc des matières premières secondaires. Installation de production, maintenant c'est plus nécessairement une ICPE. Ça, du coup, on rejoint les avancées qu'on avait eues dernièrement pour la sortie explicite. Mais pareil, on n'a pas de précision, donc soit on s'alignera sur ce que nous disait avant la doctrine, soit on verra s'il y a de la jurisprudence qui émerge. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de texte d'application qui est prévu, donc voilà, encore un petit point d'interrogation. Ce qui change aussi, c'est qu'avant, c'était une sortie implicite. Et là, comme vous voyez avec le dernier alinéa, il va falloir transmettre à l'autorité administrative compétente des éléments de justification nécessaires. Alors ça, on comprend pas. Enfin, transmettre comment, à qui? Parce que par exemple, quand c'est une ICPE, c'est assez clair que ça va être la DREAL derrière qui surveille l'ICPE, qui peut se voir envoyer des justificatifs. Quel justificatif aussi, on ne sait pas. Sous quel délai? Enfin voilà. Est-ce que c'est a priori ou a posteriori? Tout ça, on le sait pas. Donc, je pense qu'on va naviguer à vue et puis on va tester un petit peu la pratique. En tout cas, voilà, on peut dire que c'est une transposition qui est pas des plus réussies, mais bon, elle a le mérite d'exister et de sécuriser maintenant la sortie de statut de déchet implicite, donc la possibilité de substituer à des matières premières secondaires dans tous les processus de production. Voilà, donc j'espère encore une fois qu'on va arriver à accélérer sur ce volet, sachant que j'insiste simplement sur ce qu'on a raté parce que c'est très frustrant. Le projet de loi, pour le coup, prévoyait une simplification réelle et spectaculaire des règles de sortie du statut de déchet. Donc, en toute transparence, ça a sauté parce que ça posait quand même question par rapport au droit européen. Mais en tout cas, c'était assez sensationnel. C'est-à-dire que tous les producteurs et détenteurs de déchets pouvaient réaliser des sorties du statut de déchet pour leur matière sans procédure préalable auprès de l'administration.
Donc, notamment, par exemple, tout ce qui était sorti explicite, en fait, ça saute entre guillemets, c'est-à-dire que il n'y avait plus besoin d'arrêté ministériel obligatoire, d'autorisation de préfectorat, etc. C'était aux exploitants des différents sites de s'assurer que les conditions légales étaient remplies et de pouvoir en justifier en cas de contrôle ou sur demande de l'administration. Et c'était assez génial puisque pour sécuriser le dispositif, il y avait la possibilité d'obtenir une décision de l'autorité administrative pour fixer des critères pour répondre aux conditions légales. Et ça, pareil, on aurait pu imaginer des autorisations par site, ce qui est quand même un gros enjeu puisque généralement, il y a beaucoup de R&D derrière les sorties du statut de déchets. Et donc, ça aurait permis d'avoir des sortes de rescrits de l'administration au cas par cas pour valider les sorties de statut de déchets et donc sécuriser les exploitants, mais accélérer les sorties du statut de déchets. Et ça permettait d'harmoniser, si vous voulez, les sorties du statut de déchets, peu importe qu'on soit une installation de traitement et qu'on fasse de la régénération, du recyclage, etc. On pouvait faire une SSD à la fin de son processus, ou on pouvait le faire si on était une installation de production. Et donc là, pareil, on pouvait récupérer des matières qui avaient un statut de déchet, mais faire la sortie du statut de déchet à l'issue de la fabrication. Donc c'était assez génial, ça harmonisait tout, ça simplifiait tout. Voilà, mais ça a complètement sauté au Sénat et puis c'est jamais revenu. Voilà, ça posait des difficultés en termes de droit européen et puis surtout les parlementaires étaient très frileux en se disant que ça allait surtout encourager finalement des pratiques dangereuses, etc. Voilà, donc par conséquent, on en est là avec juste notre petite sortie implicite qui a été retenue. On a une deuxième petite avancée, encore une fois, qui aurait pu être bien plus grande. C'est des critères pour éviter le statut de déchet au sein des plateformes industrielles pour multiplier les synergies. Donc, on a un nouvel article dans le Code de l'environnement qui prévoit qu'une substance ou un objet qui est produit au sein d'une plateforme industrielle tel que défini un article du Code de l'environnement, et je vous les ai relistés. Aujourd'hui, il n'y en a que 4 des plateformes qui répondent à cette définition et qui ont été reconnues par arrêté. Et en gros, ça vise les résidus des processus de production. C'est des substances ou des objets dont la production n'était pas le but premier du processus de production. Ils vont pas prendre le statut de déchet si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies. Il faut que l'utilisation de la substance ou de l'objet au sein de la plateforme industrielle soit certaine, qu'il n'y ait pas d'incidence globale nocive pour l'environnement ou la santé humaine, et que l'exploitant de l'installation qui produit la substance ou l'objet transmette à l'autorité administrative compétente les éléments qui justifient justement qu'il n'y aura pas d'incidence globale nocive pour l'environnement et la santé humaine, et notamment les essais réalisés si la substance ou l'objet est susceptible d'être dangereux. Encore une fois, on est un petit peu sur quelque chose d'hybride avec le sous-produit, mais du coup qui est rédigé un petit peu mal parce que autant un résidu de production, on comprend bien ce que c'est, autant un objet dont la production n'était pas le but premier d'un processus de production, je vois mal comment on arrive à fabriquer un objet sans le faire exprès, mais passons. Voilà, en tout cas, ça aurait pu être assez super pour favoriser toutes les synergies d'écologie industrielle et territoriale, sauf qu'il y a cette limite qu'effectivement, ça vise que les plateformes industrielles qui sont reconnues par arrêté et qui répondent à certains critères, et où il y a pas mal de plateformes qui, pour l'instant, ne sont pas reconnues ou ne remplissent pas les critères. Donc, il y aura peut-être un lobbying à faire pour élargir cette notion de plateforme industrielle pour que ce dispositif puisse bénéficier un maximum de synergie. J'enchaîne ensuite assez rapidement sur le petit volet augmentation des sanctions. C'est pour vous donner un petit peu la température. Il y a donc en matière de gestion des déchets, je vous ai listé sur cette slide, vous aurez comme ça le support intégralement, mais en gros tous les délits qui sont prévus par le Code de l'environnement pour non-respect justement des règles en matière de gestion des déchets, on a multiplié par 2 les sanctions. Donc avant c'était 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. On est passé à 4 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, sachant que je rappelle que pour les personnes morales, il faut multiplier l'amende potentiellement par 5. Au-delà des questions ensuite de préjudice qu'il pourrait y avoir, etc. Donc on n'est que sur l'amende. Donc voilà, on multiplie par 2. Par exemple, dans ces sanctions, enfin dans ces délits, il y a le fait, par exemple, de ne pas faire le tri 7 flux sur le chantier. Enfin, il y a le fait de ne pas respecter la hiérarchie des modes de traitement. Enfin, c'est très large et il y a tous les délits en matière de transfert de déchets. Donc voilà, en tout cas, ça monte d'un cran. Encore une fois, il faut derrière que les
et les poursuites suivent, parce que sinon, effectivement, ça nous fait une belle jambe. Voilà, et on a augmenté aussi, pareil, les peines quand l'infraction est commise en bande organisée. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est les sanctions en matière de gestion des déchets. Après, on a tout ce qui est transfert de déchets, où là, à force d'avoir des reportages sur TF1 et M6 pour nous dire que on se sert des autres pays comme d'une poubelle, et à chaque fois qu'il y a un projet de loi, les députés se mobilisent sur il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Donc là, ils nous ont encore rajouté des choses. On a une disposition qui nous dit que le gouvernement va devoir, dans le délai d'1 an à compter de la promulgation de la loi, prendre des mesures pour assurer que les textiles usagés qui contiennent des fibres de plastique et qui sont exportés hors de l'Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité, garantissant qu'ils seront réutilisés et non traités comme des déchets. On a une augmentation des sanctions pénales pour les transferts illicites que je vous ai, sur la slide d'avant, vous avez la liste des infractions. On a la création d'une amende administrative aussi en cas de transfert illicite. Et puis, on a l'ajout d'une garantie contradictoire dans le cadre de la procédure administrative, justement, en cas de transfert illicite. Donc voilà, enfin, tout ça se renforce. Encore une fois, il faut voir si sur le terrain, il y a les moyens pour le faire appliquer, ce qui est toujours un petit peu le sujet. Et je vous ai mis quand même ce qu'on a raté en matière de transfert. On avait quelque chose de plutôt positif dans le sens de l'économie circulaire. On avait un amendement qui était passé et puis qui finalement a été supprimé au sein de la commission mixte paritaire sur la dernière ligne droite. Mais on avait un amendement pour faciliter les transferts de matières premières secondaires. Et le texte prévoyait qu'il y avait une reconnaissance par la France de la sortie du statut de déchet dans un autre pays de l'Union européenne sous certaines conditions. Ce qui fait que finalement, si on voulait importer des matières premières secondaires qui avaient fait l'objet d'une sortie du statut de déchet, par exemple en Allemagne ou en Italie, on n'était plus obligé de faire une procédure justement de transfert de déchets. On pouvait les transférer comme n'importe quelle marchandise, ce qui quand même simplifie nettement la vie. Voilà, donc ça a sauté malheureusement, mais je vous rappelle que le règlement sur les transferts transfrontaliers de déchets qui règle la plupart de ces questions au niveau européen est en cours de révision. C'est la dernière ligne droite. Il prévoit pas justement de reconnaître les sorties du statut de déchet dans les différents pays. Mais en revanche, il y a la directive de déchets qui est en cours de révision. Alors là, pour le coup, à un stade beaucoup moins avancé, mais qui potentiellement pourrait permettre d'instaurer cette question de réciprocité et de mutualité, et que tous les pays reconnaissent les sorties du statut de déchet national des différents États membres de l'Union européenne, ce qui permettrait aux matières premières secondaires de circuler beaucoup plus facilement et pour les industriels de s'approvisionner aussi beaucoup plus simplement. Voilà pour l'économie circulaire. On passe sur ce qui change pour la commande publique durable. On a plusieurs mesures de verdissement avec une accélération un petit peu de la prise en compte des critères environnementaux dans la commande publique et les dispositifs de soutien public. Alors calmons-nous, ce n'est pas encore la révolution, mais on a des nouveaux motifs d'exclusion, un renforcement du critère environnemental, une extension et une amélioration d'espaces verts, et puis la conditionnalité des aides publiques à la transition écologique et énergétique. Voilà, ça fait quand même quelques petites choses à retenir. Encore une fois, c'est pas encore la grande révolution qu'on attend de la loi climat. Des nouveaux motifs d'exclusion. Alors déjà, depuis le 25 octobre, on peut, dans les marchés publics et les contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé depuis donc cette date, on peut exclure de la procédure de passation les personnes qui sont soumises à l'obligation d'élaborer un bilan de gaz à effet de serre, donc concrètement les entreprises qui emploient plus de 500 personnes, et qui n'ont pas établi ce bilan pour l'année qui précède l'appel à la concurrence. Concrètement, ce qui se passe avec cette histoire de bilan de gaz à effet de serre, c'est, je ne sais pas si vous avez vu le bilan de l'ADEME l'année dernière, mais il y a un tiers seulement des bilans qui sont réalisés sur l'ensemble des entreprises qui y sont soumises. Donc, on est un petit peu sur cette difficulté. Donc là, l'idée, c'est pareil de trouver un levier un petit peu pour mettre la pression pour qu'ils soient réalisés. Sinon, il y a les amendes, mais comme personne ne les applique, voilà. Donc là, c'est plutôt de les sanctionner sur l'accès à la commande publique. On va avoir aussi pour en 2024 un motif d'exclusion qui est lié à la non-publication du rapport de durabilité. Donc ça, le gouvernement a été habilité à introduire dans le code de la commande publique un dispositif d'exclusion des procédures de passation pour les sociétés qui ne publieraient pas ce rapport de durabilité qui est prévu par la directive européenne CSRD, qui est en cours de transposition au droit français. Donc voilà, là pareil, encore une fois, ça va rentrer en vigueur un petit peu après, mais
L'objectif, c'est de trouver des leviers un petit peu pour que ces dispositifs soient réellement appliqués. On a aussi la possibilité d'exclure, alors c'est pas vraiment rédigé comme ça, mais en tout cas les offres qui contiennent une majorité de produits issus de pays qui ne respectent pas le principe de réciprocité. Donc pour la petite histoire, en mars 2023, on avait prévu une obligation dans la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Et en fait, là, on l'a abrogé et on l'a généralisé pour tous les marchés de fourniture et les marchés de travaux de pose et d'installation de fourniture. Donc la disposition, c'est la suivante. Lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d'un marché de fourniture ou d'un marché de travaux de pose et d'installation de ces fournitures contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu dans un cadre multilatéral ou bilatéral d'accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne au marché de ces pays ou auquel le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu'elle contient dans des conditions fixées par voie réglementaire. Donc là, on va attendre, en résumé, il faut attendre un texte d'application. L'idée, c'est de voir comment est-ce que ça marche et comment est-ce qu'on peut contrôler et comment ensuite on sanctionne. Mais l'idée, c'est de faire en sorte de protéger les acheteurs publics du dumping fiscal, de la concurrence déloyale et des produits finalement qui sont produits dans des conditions et dans des pays derrière où on respecte aucun principe justement en matière sociale ou environnementale. Donc voilà, ça peut être pareil un dispositif un petit peu intéressant qui est autorisé par le droit européen, donc ça permet pas de résoudre complètement les enjeux de les freins au localisme et compagnie dans les marchés. Mais voilà, ça reste un levier qui pourrait être utilisé, mais on attend les modalités d'application. Le critère environnemental se renforce. Donc, en gros, on modifie le code de la commande publique pour nous rappeler que l'offre économiquement la plus avantageuse s'apprécie en fonction de critères qualitatifs et environnementaux. Je vous ai mis un petit bonhomme qui fait une tête un peu en mode parce que ça fait à peu près 5-6 ans qu'on voit des critères environnementaux partout. Donc, merci à eux, mais les acheteurs publics étaient déjà au courant que c'était possible. L'idée, c'était, si vous voulez, de faire une rédaction un petit peu favorable aux critères environnementaux, mais sans le rendre obligatoire. Et en fait, il va devenir obligatoire au plus tard en août 2026 grâce à la loi climat. Mais la loi industrie verte nous dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est que potentiellement, ce sera avant août 2026. On va fixer des dates, en fait, auxquelles le critère environnemental va devenir obligatoire, mais en fonction de l'objet du marché. Donc, on attend du coup des mesures d'application, mais donc ce critère environnemental, il pourrait rentrer en vigueur plus tôt et devenir obligatoire pour les marchés publics qui visent des produits clés de la décarbonation. Donc, encore une fois, ça vraiment, pour le coup, à suivre en 2024. On aura probablement des types de marchés pour lesquels le critère environnemental va devenir obligatoire sans attendre août 2026, ce qui serait quand même une bonne nouvelle. Rapidement, l'extension et l'amélioration des SPASER. Donc, l'État devient soumis à l'obligation d'établir un SPASER. Bah, j'ai envie de vous dire que c'était pas trop tôt. Mais charité bien ordonnée, on n'avait pas commencé par là. Le contenu du schéma est enrichi. Donc là, bonne chance à tous ceux qui rédigent des SPASER parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a des modifications à toutes les lois, donc ça devient un petit peu compliqué à suivre. Je vous ai mis en rouge, c'est des précisions. Voilà, je pense pas que ça sape complètement le travail qui a déjà pu être fait. Et puis SPASER mutualisé, SPASER facilité, l'idée est d'introduire justement la possibilité d'élaborer conjointement des SPASER et notamment justement de définir les différentes spécifications et les objectifs de politique d'achat en commun. Voilà, sachant qu'ensuite il faudra établir des indicateurs pour chaque acheteur public, mais ça permet de mutualiser quand même le travail. Et je vous rappelle aussi que la loi climat prévoit qu'on devrait prochainement avoir des modèles de SPASER sur lesquels justement les acheteurs publics pourront s'appuyer pour débuter le travail sur le leur. Donc voilà, ça ils sont toujours pas sortis aujourd'hui, mais en tout cas ça contribue un petit peu à ce développement. Et la dernière mesure, alors c'est pas directement de la commande publique, mais c'est la conditionnalité des aides publiques à la transition écologique et énergétique. C'est pas inintéressant parce que c'est quand même une petite avancée. On a à compter du 1er juin 2024, il est prévu que le bénéfice d'aide publique à la transition écologique et énergétique par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret. On attendra ça.
est soumis, donc soit pour les entreprises employant plus de 500 personnes, il faudra transmettre son bilan de gaz à effet de serre réglementaire, donc normalement on l'a. Soit pour celles qui emploient entre 50 et 500 salariés, il faudra publier un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. Et donc là, pareil, le décret va venir définir les modalités de mise en œuvre et notamment la méthode d'élaboration du bilan simplifié. Donc voilà, en tout cas pour tous ces acteurs de 50 à 500 salariés, ça deviendra nécessaire de faire ce bilan. Il y en a déjà beaucoup qui en font de toute façon d'un point de vue stratégique, mais en tout cas pour pouvoir bénéficier ensuite d'aide publique à la transition écologique et énergétique. Voilà, c'est quand même quelque chose à noter, sachant que c'est pour juin 2024, donc j'espère qu'ils vont passer le décret rapidement pour que les entreprises qui doivent faire un bilan simplifié puissent avoir le temps de le faire réaliser. Et donc je passe la parole pour le volet urbanisme à Rémi. Merci Elisabeth. Alors, petit point effectivement sur les nouveautés en matière d'urbanisme liées à la loi Industrie verte. Donc, l'idée de la loi Industrie verte pour l'URBAS, c'est de réindustrialiser le territoire en accélérant les implantations industrielles tout en favorisant la transition écologique. Transition écologique. Alors, nous allons voir que la région est le chef de file de la planification industrielle, que les SCOT doivent notamment prendre en compte l'existence de friches. On va voir que la loi Industrie verte a renforcé le rôle des établissements publics fonciers de l'État et locaux également. La loi verte tend à faciliter et à accélérer l'implantation d'industries vertes en mettant notamment en place une nouvelle procédure pour la mise en œuvre des projets industriels d'intérêt national majeur, en simplifiant les conditions de délivrance des autorisations administratives pour les installations de production d'énergie renouvelable en zone d'activité économique et en reconnaissant le caractère de RIIPM dans le cadre d'une opération ou de travaux faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Alors, la loi donc revient sur la région et son rôle dans la planification générale et notamment sur son obligation dorénavant, puisque un article du Code général des collectivités territoriales a été modifié pour introduire dans les objectifs des SRADET, donc SRADET c'est le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, qui doit donc comporter un nouvel objectif de développement logistique et industriel, notamment en matière de localisation préférentielle des industries. Donc l'idée, c'est au niveau régional, de prévoir d'ores et déjà des objectifs au sein du SRADET. Donc le SRADET, on rappelle, c'est un schéma de planification au niveau régional qui a été créé en 2015 et qui comporte plusieurs parties et notamment le rapport avec les objectifs. Et ici, la loi verte introduit un nouvel objectif que doivent fixer les SRADET, avec l'objectif de fixer ces objectifs dans le cadre notamment de la loi climat et du ZAN, qui est donc une intervention assez rapide pour ces SRADET. Autre point, là, au niveau toujours de la planification, ce sont les SCOT qui doivent désormais prendre en compte l'existence des friches, que ce soit tant au niveau du projet d'aménagement stratégique que dans le DOO, dans le document d'orientation et d'objectifs. Et cette prise en compte de l'existence de friches, elle doit se faire donc au niveau du PAS et au niveau du DOO, notamment pour, toujours dans cet esprit ZAN, et bien pour prendre en compte l'existence des friches pour fixer les objectifs de limitation de l'extension urbaine. Je vous rappelle que la friche a désormais été codifiée, enfin la définition de la friche est désormais codifiée au sein du Code de l'urbanisme, à l'article L111-26, qui définit la friche comme tout bien ou tout droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas
un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Donc, voilà, avec la loi industrie verte, on prend en compte au niveau du SCOT l'existence des friches. Le DO du SCOT est modifié également, enfin il doit prendre aussi en compte les zones propices à l'accueil de sites naturels de compensation et de restauration et de renaturation. Donc là, on passe, c'est une nouveauté de la loi verte, une modification en fait de l'accueil des sites naturels de compensation qui était limité à la compensation. Aujourd'hui, on parle de sites naturels, de compensation, de restauration et de renaturation. Donc, on est dans cette séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Et on va un petit peu plus loin puisqu'on on parle de restauration et de renaturation, toujours dans cet esprit ZAN, hein, puisqu'on est sur le zéro artificialisation nette des sols. Donc, on a l'artificialisation et la renaturation. Donc, ces nouveaux sites ont vocation à accueillir des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité qui sont mises en place par des personnes publiques ou privées. Et ces prestations pourront être vendues sous la forme d'unités de restauration ou de renaturation de façon anticipée, mais non nécessairement mutualisée, à toute personne soumise à une obligation de compensation des atteintes à la biodiversité. Donc, on est vraiment dans cet esprit de j'habite d'un côté, je dois réparer de l'autre. À la différence des sites de compensation, donc initialement on parlait uniquement de compensation, les sites de compensation et de restauration et de renaturation peuvent désormais être acquis par toute personne publique ou privée et donner lieu à l'attribution de crédits carbone dans le cadre du label bas carbone afin de valoriser les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Ces mêmes sites de compensation, restauration, renaturation peuvent, on est bien dans une possibilité, peuvent être inclus dans des OAP, donc au niveau des PLU, avec la possibilité donc, de désigner des quartiers ou des secteurs propices à l'accueil des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation. En fait, plus, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité qui est offerte par la loi Industrie verte. La loi Industrie verte renforce également le rôle des établissements publics fonciers qui peuvent désormais intervenir en matière de développement industriel des territoires. Avec les nouvelles dispositions donc, issues de la loi Industrie verte, les établissements publics vont pouvoir, au travers des stratégies foncières qu'ils mettent en place, contribuer certes à la réalisation de logements, puisque c'est leur but initial, mais aussi au développement industriel, notamment grâce à l'acquisition et à la réhabilitation de friches. Donc ici aussi, comme pour les SCOT, on parle des friches et on donne la possibilité aux EPF d'intervenir pour racheter au bénéfice des collectivités locales des friches afin de pouvoir installer notamment des nouvelles industries. Alors, un des buts fondamentaux de la loi Industrie verte, c'est d'accélérer l'implantation d'industries vertes, précisément. L'idée principale, c'est de réduire les différentes procédures qui sont en France particulièrement longues pour aboutir à installer justement des nouvelles industries. Et aussi, et ça on l'a vu au niveau du SRADET et des SCOT, identifier des territoires suffisamment importants pour installer les gigafactories qui sont envisagées, c'est-à-dire la réalisation des batteries pour les véhicules et puis des sites justement pour réaliser des usines susceptibles de construire ces fameux véhicules électriques. Donc, pour accélérer l'implantation industrielle, le recours aux procédures de mise en compatibilité des SCOT et des PLU est facilité par la loi Industrie verte, et notamment par la modification de l'article L300-6 du Code de l'urbanisme, qui prévoit d'étendre le champ d'application de la procédure de déclaration de projet aux implantations industrielles qui relèvent des chaînes de valeur des secteurs des technologies favorables au développement durable. Alors, ces secteurs, ils seront définis par décret en Conseil d'État, mais à partir du moment où ces secteurs sont définis par décret en Conseil d'État, on pourra effectivement passer par la procédure de déclaration de projet. Qu'est-ce que c'est que cette procédure de déclaration de projet? C'est une procédure accélérée permettant la mise en compatibilité d'un projet d'aménagement d'intérêt général avec les documents locaux d'urbanisme. Donc,
on va pouvoir mettre en compatibilité les documents locaux d'urbanisme pour pouvoir réaliser ces projets qui ont fait l'objet d'une déclaration de projet. Précisément, cette procédure permet, après enquête publique, donc on passe quand même par une enquête publique, de déclarer d'intérêt général une action, une opération d'aménagement, un programme de construction, un projet d'implantation d'installation de production d'énergie renouvelable, de stockage d'électricité, de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, et les ouvrages de raccordement, ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité. L'intérêt donc de la déclaration de projet est de permettre l'adaptation des documents d'urbanisme ou de planification qui empêcheraient la réalisation de ces projets sans passer par la DUP, la déclaration d'utilité publique, qui est souvent particulièrement longue et peut être contestée, ce qui n'empêchera pas de toute façon une éventuelle contestation de la mise en compatibilité des PLU et des SCOT, mais on ne sera pas obligé de passer par une déclaration d'utilité publique. La loi Industrie verte crée une nouvelle procédure pour la mise en œuvre des projets industriels d'intérêt national majeur. Donc, elle crée un nouvel article du Code de l'urbanisme qui est l'article L600-6-2. Cet article est intégralement nouveau et instaure une procédure exceptionnelle pour la mise en œuvre des projets industriels d'intérêt national majeur, qui sont donc des projets qui revêtent au regard à son objet, à leur objet et à leur envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale et qui peuvent être qualifiés par décret de projet d'intérêt national majeur. Donc ici aussi, on va passer par un décret pour déterminer quels sont ces projets d'intérêt national majeur. Une fois qu'on a effectivement la définition, la déclaration d'un projet d'intérêt national majeur, des nouveaux outils sont créés par ce nouvel article L300-6-2 qui permet notamment à l'État de mettre en compatibilité, donc ici aussi, les documents de planification territoriale tels que le SRADET, donc au niveau régional, et les documents locaux d'urbanisme, SCOT PLU, avec ces projets d'intérêt national majeur, avec bien évidemment, au préalable, la modification ou la révision de ces documents, elle sera soumise quand même aux communes et ou aux présidents des EPCI concernés et avec éventuellement la consultation de l'autorité environnementale en fonction de l'incidence de ces projets sur l'environnement. Par ailleurs, l'article 19 de la loi Industrie verte modifie les dispositions de l'article L422-2 du Code de l'urbanisme qui prévoit les cas dans lesquels l'État est compétent pour délivrer un permis de construire. Donc ici, à partir du moment où on a un projet d'envergure nationale, c'est l'État qui sera à même de délivrer les autorisations d'urbanisme pour les travaux, les installations, les constructions nécessaires, avec quand même un avis du maire de la commune concernée. Donc théoriquement, ça ne sera pas imposé au maire, même si on imagine bien que le maire sera fortement incité à donner un avis favorable au projet dont le permis de construire sera effectivement délivré, non pas par lui, mais par l'État. La loi Industrie verte permet également la simplification des conditions de délivrance des autorisations administratives pour les installations de production d'énergie renouvelable en zone d'activité économique. Donc, en application des nouvelles dispositions, certaines sociétés d'économie mixte locales, dont les collectivités locales sont actionnaires majoritaires, pourront, dans une zone d'activité économique, avec les propriétaires de la zone, implanter et gérer des installations de production d'énergie renouvelable qui ne seront pas limitées aux installations solaires ou de valorisation des énergies de récupération, et ce, afin d'assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone considérée. Donc là, on a quand même la possibilité pour les SEM eh bien, au sein des zones d'activité économique, eh bien, de mutualiser les différents approvisionnements énergétiques pour de l'autoconsommation sur place des industriels.
La loi verte également reconnaît un caractère de RIIPM, donc la reconnaissance du caractère de raison impérative d'intérêt public majeur d'une opération ou de travaux faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique qui peut intervenir au stade de cette fameuse DUP. Donc ainsi, ça permet la reconnaissance du caractère de RIIPM qui ne pourra plus être attaqué en justice qu'à l'occasion du recours contre la DUP. Donc, on limitera les différents recours au stade uniquement de la DUP et non au stade de la dérogation espace protégé qui intervient dans un deuxième temps en pareille matière. Donc, l'idée ici, c'est de se dire qu'au niveau de la déclaration d'utilité publique, on va voir si effectivement la dérogation espace protégé, donc la possibilité de construire, malgré la présence eh bien de zones de protection des espèces protégées, eh bien, ne pourra être attaqué qu'au stade de la DUP. Pour rappel, la DUP, c'est ce qui permet une opération d'aménagement sur des terrains privés et ensuite la possibilité d'exproprier au regard de cette déclaration d'utilité publique. Voilà, j'ai fait le tour assez brièvement sur les incidences de la loi industrie verte en urbain. Vous l'aurez compris, on est plutôt au stade étatique et régional et moins au niveau local. Je reviens pour la partie questions. Alors, je vais peut-être commencer par les questions qui me concernent et puis je laisserai Rémi peut-être prendre les siennes ensuite. Je vais commencer par une question simple. Allez, c'est parti. Est-ce que cette nouvelle sortie du statut de déchet a un impact sur le réemploi des matériaux du BTP? La réponse est non. A priori, le réemploi, de toute façon, garde son cadre juridique et notamment ce qu'on avait fait passer dans la loi AGEC, que le critère, justement, c'est le tri sur le chantier par un opérateur qui a la faculté de contrôler, justement, que c'est réemployable avant que ça quitte le chantier. Donc voilà, a priori, ça a aucun impact. Et là, on parle vraiment sur, par exemple, pour les matériaux de construction, on parle vraiment de la fabrication de nouveaux matériaux où on va utiliser des matières premières secondaires, donc généralement recyclées, qu'on va intégrer dans le processus de production en lieu et place de matières premières. Donc voilà, en tout cas pour le réemploi des matériaux, ça n'a pas d'impact particulier. Peut-être que la seule disposition qui peut-être est intéressante pour le réemploi des matériaux, de manière assez indirecte, mais quand même, c'est ce motif d'exclusion pour les offres qui contiennent une majorité de produits issus de pays tiers qui respectent pas le principe de réciprocité. Autrement dit, ça permettrait dans la commande publique de favoriser quand même notamment les matériaux de réemploi locaux plutôt que des matériaux parfois qui proviennent de certains pays, voilà, où on aura la liste, mais qui polluent et où on ne peut pas contrôler les conditions de fabrication. J'ai une question. Quid des critères établis par l'autorité administrative dans le cadre de la SSD, à mon avis, avant la loi industrie verte? Je pense que c'est la question. Donc, en gros, la loi industrie verte ajoute cette hypothèse de sortie implicite, mais conserve la sortie explicite telle qu'elle existait maintenant depuis plusieurs années. Donc, en gros, celle qui est fixée par un arrêté ministériel. Donc cette sortie du statut de déchet, elle concerne les installations généralement de traitement et pour pouvoir la faire, il faut un arrêté ministériel qui fixe les critères. Ça reste et donc en fait elles sont pas remises en question, elles sont conservées et toutes les installations de traitement qui voudraient faire des SSD pour les matières qu'elles régénèrent ou qu'elles recyclent, etc., qu'elles retraitent, de toute façon seront aujourd'hui toujours obligées de passer par cette procédure d'arrêté ministériel. Voilà, donc statu quo. En gros, éventuellement, si on parle plutôt de s'il y avait des sorties du statut de déchet implicites qui avaient été implicitement validées par des DREAL pour certains sites de production, a priori, ces nouvelles dispositions, la plupart du temps, elles n'auront pas vocation à les remettre en cause. Et voilà, peut-être qu'il y a des DREAL qui demanderont des essais supplémentaires, mais ça m'étonnerait. À mon avis, ce qui a été validé sous l'empire de la vie de 2016 va rester et simplement sera plus sécurisé que jusqu'à maintenant où il y avait un petit peu un point d'interrogation et notamment vis-à-vis des pays étrangers, c'était un petit peu compliqué à expliquer. On n'avait même pas de fondement dans le code de l'environnement pour expliquer ce qu'on faisait. Donc voilà, en tout cas, a priori, statu quo. Donc on continue là-dessus. C'est plus une petite avancée et une nouvelle porte ouverte.
Le motif d'exclusion des marchés publics pour les candidats qui présenteraient pas le bilan de gaz à effet de serre. Alors, quelles modalités, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que publié où, il y a une plateforme de l'ADEME qui s'appelle Bilan GES et qui, normalement, vous y retrouvez tous les bilans de gaz à effet de serre des personnes qui y sont obligatoirement soumises et qui sont publiés via cette plateforme. Donc déjà, ça permet de filtrer, sachant quand même que l'obligation, c'est pas celle, enfin, vous pouvez les exclure s'ils n'ont pas établi le bilan. C'est pas, vous pouvez les exclure s'ils ne l'ont pas transmis et publié. Donc en réalité, je pense qu'effectivement, il faudra leur demander de le transmettre dans les pièces, mais on aura probablement des communications du ministère, voire des textes d'application qui viendront nous expliquer comment faire. Et puis pour la question des candidats étrangers, le texte nous dit bien on peut exclure les personnes qui y sont soumises. Donc en fait, tout simplement, les candidats étrangers, généralement, ne sont pas soumises, à moins qu'il y ait des situations particulières de montage, etc. Si c'est des sociétés purement étrangères, elles ne sont pas soumises à l'obligation d'établir ce bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, on ne peut pas les exclure sur ce motif. Je regarde, mais après il y a d'autres questions qui sont un petit peu liées. Par exemple, où est-ce qu'on trouve cette information que l'entreprise a produit son bilan et faut-il lui faire attester sur l'honneur? Donc, comme je viens de vous dire, vous pouvez aller voir la plateforme de l'ADEME. En principe, ceux qui ont publié et ceux qui ont établi, tout y est. Les bilans carbone sont-ils contrôlés, notamment vérification externe pour s'assurer que les bilans carbone sont corrects? Alors non, a priori, ils sont pas contrôlés, en tout cas a priori avant d'être publiés et compagnie. En revanche, le dispositif actuel, il prévoit que c'est le préfet de région et de mémoire le président du conseil régional qui sont chargés de les contrôler a posteriori, de les regarder, de les vérifier, de vérifier si c'est conforme à la méthode du ministère. Voilà, après, encore une fois, on connaît les moyens qu'on a, donc je sais pas à quel point derrière ce contrôle est fin et optimum, mais en tout cas, ils font ce contrôle et ils doivent publier tous les 3 ans un bilan justement de ce qu'ils ont pu trouver et s'il y a des non-conformités des choses. Donc, il y a ce contrôle-là qui est réalisé. Après, la qualité de celui-ci, je saurais pas vous dire. J'ai une autre question. Quelle est grille selon vous en cas d'absence de critères environnementaux dans une consultation où cela serait obligatoire dès 2024? A priori, les candidats évincés pourront faire des recours. Donc voilà, Rémi est d'accord avec moi très clairement. Oui, avec éventuellement un référé précontractuel, même si voilà. On en voit de moins en moins, il n'en demeure pas moins qu'effectivement, s'il n'y a pas de critères environnementaux prévus alors que c'est obligatoire, un candidat évincé pourrait valablement critiquer et contester la procédure dans sa globalité. Voilà, donc il y a quand même un risque derrière d'annulation de la procédure, etc. Donc il faudra bien suivre, sachant que il faudra voir, mais encore une fois, ce sera a priori que sur le volet critères. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la loi climat, en fait, va nous imposer des spécifications techniques qui prennent en compte l'environnement, des conditions d'exécution qui prennent en compte l'environnement et un critère environnemental. Donc, en gros, on va quand même avoir une batterie de choses. Donc, il faudra effectivement être vigilant, sachant que en fonction de l'objet du marché, et c'est là où on peut se dire que raisonnablement ce sera cohérent. L'objectif du gouvernement, c'est d'abord de faire rentrer cette obligation de critères environnementaux pour des marchés qui ont un fort enjeu en termes de décarbonation et où, le plus souvent, quand même, il y a beaucoup d'acheteurs qui déjà soit mettent des spécifications, voire ont déjà introduit des critères ou des sous-critères et compagnie pour prendre en compte ces enjeux-là. Donc voilà, en tout cas, là pour le coup, il y aura un risque réel et c'est surtout un risque effectivement contentieux vis-à-vis des candidats évincés. Sachant qu'après, il y aura tous les sujets quand même un petit peu potentiellement de contrôle de l'égalité, etc. Si c'est quelque chose qui est récurrent et qu'on continue à mettre uniquement des critères prix, je pense qu'au bout d'un moment aussi, quand même, il y a moyen de ne pas passer en dessous du radar. Je vois s'il y a d'autres questions. Pour moi, la conditionnalité des aides publiques ne s'applique qu'aux entreprises, pas aux collectivités, par exemple. Oui, aujourd'hui, le texte, en tout cas, tel qu'il est passé, il vise que les personnes morales de droit privé qui doivent établir un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, pour l'instant, en tout cas, ça s'applique pas aux collectivités. Après, encore une fois, à voir si c'est révisé l'année prochaine ou quoi que ce soit. Mais à ce stade, en tout cas, le but, c'était vraiment de viser les acteurs privés.
Et ben, je vais laisser Rémi voir s'il a des questions auxquelles il veut répondre. Rémi, je te laisse instruire. Alors... je regarde, j'ai l'impression que les questions sont plutôt à destination d'Elisabeth. Hein, non, alors, celle-ci. La loi prévoit une présomption de RIIPM pour obtenir plus facilement une dérogation de destruction espace protégé quand ces espèces sont présentes sur site. Est-ce que, de votre avis, cette présomption est simple ou irréfragable? À mon sens, c'est une présomption simple. En tout cas, il faut l'espérer, puisqu'on parle quand même de destruction d'espaces protégés, avec une dérogation, puisque l'idée au départ, c'est quand même de respecter les espèces protégées. Donc, on sera, à mon avis, sur une présomption simple, qui sera, une fois de plus, gérée dans le cadre de la DUP, donc dans la déclaration d'utilité publique, avec toujours le bilan coût-avantage inhérent à toute DUP. Donc, dans ce cadre-là, s'il y a une contestation de cette DUP, on pourra contester cette présomption de dérogation à la destruction des espèces protégées. Est-ce que tu vois autre chose? Après, il y a des questions qui sont très spécifiques, quoi. Ouais. Je pense qu'on est pas mal, non? Ouais, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on a traité un peu les questions transverses. J'en vois une dernière là sur est-ce qu'il y a une façon de rendre obligatoire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, je suis pas sûre de comprendre la question si c'est... voilà, enfin, effectivement, le rendre obligatoire, ça dépend qui vous êtes. Mais si vous êtes une collectivité, effectivement, vous pouvez que l'utiliser comme motif d'exclusion si la loi l'a rendu obligatoire. Donc voilà, encore une fois, on n'a pas ce pouvoir, à ma connaissance, en tout cas, sinon d'imposer à des acteurs privés de réaliser des bilans. Voilà, et après il y a toute cette question de est-ce qu'on peut utiliser par exemple un critère justement par exemple un critère d'évaluation de l'impact carbone d'une prestation, etc. Mais je pense que c'est pas vraiment la question, et c'est la question vraiment si on peut imposer à une structure de réaliser un bilan. À mon sens, c'est au législateur et au pouvoir réglementaire de le faire. Et sinon, après, contractuellement, si vous êtes un acteur privé, vous pouvez tout à fait conditionner maintenant le fait de contracter avec d'autres entreprises au fait qu'elles réalisent leur bilan d'émission. Mais voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Après, il y a des questions qui sont très spécifiques et il y a des cas un peu particuliers. J'espère que déjà, ça vous a permis de garder en tête, en tout cas, le degré d'avancement qu'on a eu, et puis de garder en tête un petit peu ce qui peut vous servir ou ce qui peut impacter vos projets. Si jamais après derrière il y a des questions beaucoup plus de cas particuliers ou quoi que ce soit, on vous a remis l'adresse mail du cabinet et le numéro, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis voilà, encore une fois, le replay et le support vous seront envoyés dans les prochains jours, donc vous retrouverez tout ça. Et puis vous pouvez aussi suivre sur LinkedIn la page du cabinet. On va faire quelques infographies après un peu plus pratiques et opérationnelles sur justement ces différentes obligations, ou par exemple faire une synthèse sur les mesures en commande publique, voilà, que vous puissiez partager avec des collègues et garder en tête le principal, voilà, encore une fois, d'une loi qui poursuit dans le prolongement de ce qu'on a depuis 5-6 ans et qui ne fait pas de grande révolution. Et très bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée, au revoir.